Bonsoir à tous et bienvenue comme chaque jeudi dans Monde des Arts. Monde des Arts, 3, 4 ans d'âge, je ne sais plus trop, autant dire rien du tout finalement à côté des maisons historiques dont on va parler ce soir. Le Rideau de Bruxelles par exemple qui fête cette année ses 80 ans, s'il vous plaît, et en excellente forme, tout comme d'ailleurs le Théâtre Royal du Parc, dont l'âge se compte plutôt en siècles. Alors, il y a l'âge, évidemment, il y a les histoires des murs, des créations, la notoriété aussi, puis évidemment, il y a le temps qui passe, il y a l'époque qui change, comment on évolue, comment on s'adapte au nouveau public, à la société qui bouge, et de plus en plus vite d'ailleurs, tout ça sans renier ses origines, hein. J'ai l'impression que c'est un équilibre qui est peut-être pas toujours facile à trouver, on va en parler ce soir évidemment avec nos invités. Tout d'abord, Cathy Min Jung, bonsoir Cathy. Bonsoir. On est ravis de vous avoir, donc 80 ans, pas vous évidemment, mais... Je serais vachement incorrect. Mais le Rideau de Bruxelles, comment c'est bientôt la fête d'ailleurs, comment on se sent à quelques jours de cet anniversaire? Effervescence, oui, hein, j'imagine. Ça fourmille, il y a plein de monde, il y a tellement d'activités, beaucoup de monde partout, ça fourmille dans tous les sens, mais c'est hyper excitant. Ça court dans tous les couloirs ouais. de la rue Goffard. En face de vous, Thierry Debroux. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Directeur général du Théâtre de Paris depuis 2010, j'ai entendu, ça fait... 2011. 2011, d'accord. Vous vous sentez bien au parc? Ça va, oui, très bien. Oui, oui. Le public est au rendez-vous. Ouais. Très vieille maison, on va en parler, mais beaucoup plus vieille. Presque 250. En 2032, oui. Le parc fêtera ses 250. Là, c'est la grosse fiesta dans le parc, j'espère. J'imagine. En face de vous, Michel Bourmans. Bonsoir Michel. Bonsoir. Ravi de vous avoir. Alors vous, on change de quartier, on est du côté de Scarbeck, c'est le théâtre Océan Nord, vous êtes co-directeur avec Isabelle Pousseur. C'était le théâtre la compagnie du Ciel Noir avant, c'est ça? Elle a été fondée à Liège sous le nom de Théâtre du Ciel Noir en 83. Et puis, après avoir beaucoup trimballé ses valises, on a posé les valises à Scarbeck, rue Van de Weyer. Ouais, dans un garage. Dans un ancien garage, et on y est toujours. Dans le garage, mais il n'y a pas de bagnole. Parfois, il y a peut-être une bagnole dans le décor. Oui, parfois, oui. Allez, et on salue Isabelle Pousseur, évidemment. Alors, en face de vous, Daniela Visconti, bonsoir. Alors, Daniela, vous m'avez dit, moi, je suis ici en tant que spectatrice. Je précise quand même que vous êtes comédienne, hein, que vous êtes metteuse en scène, que vous étiez professeure au conservatoire et que vous êtes attachée, évidemment, à l'histoire du Rideau de Bruxelles. Ah oui, c'est le Rideau de Bruxelles qui m'a mis le pied à l'étrier. Et voilà, j'ai une grande histoire d'amour avec le Rideau de Bruxelles. Moi aussi. Tout le monde, non? Il y a quelqu'un qui n'aime pas le Rideau de Bruxelles ici? Michel? Non. Oh, le petit non, le petit non. Allez, donc je vous taquine. Non. D'ailleurs, moi j'habite XL. Il y a des affiches dans XL un peu partout. Tuxt. On peut peut-être la voir d'ailleurs, en tout cas une des affiches, parce qu'il y a des visages un peu partout. Pourquoi ce mot d'ailleurs? C'est venu comment? Qui a eu l'idée? C'est de la com pure, ça. Hein? Oui, ben voilà, c'est fidèle à l'esprit du Rideau par rapport à l'écriture inclusive. C'est un néologisme, évidemment, ça n'existe pas, mais au Rideau, on a décidé en tout cas dans la com, d'être léger et d'utiliser cette écriture inclusive de façon libre, créative et pas obligatoire et non réglementaire. Ouais. Libre, tout simplement. Oui, simplement. La com est importante pour le Rideau. Je trouve qu'il y a une com, si vous allez sur le site du Rideau de Bruxelles, je vous invite d'ailleurs à aller sur les sites des différents théâtres, on sent qu'il y a un effort qui est mis de ce côté-là. Oui, c'est vraiment pour traduire au mieux le projet du Rideau et ce qui s'y passe. Et Tuxtos, ça nous semblait être la formule en un mot de Nous sommes le paysage. Ouais. C'est dire la même chose, mais en un mot. C'est très joli. On pourrait dire la maison aussi, c'est comme ça qu'on l'a appelé quand on a inauguré enfin le Rideau à la rue Goffard. C'était en 2019. Oui. Hein. Bienvenue à la maison, une date importante pour le Rideau de Bruxelles qui allait enfin pouvoir cesser son nomadisme. Vous l'avez connu, vous, ce nomadisme, on va en parler. Et s'installer enfin à XL. On était là, évidemment. Nous sommes partout. Non, je rigole. On avait fait un reportage à l'époque. Vous n'étiez pas encore là. En tout cas, vous étiez peut-être sans doute dans les coulisses. Vous n'étiez pas encore directrice. Regardez. Bienvenue à la maison. Le slogan est tout trouvé pour fêter l'ancrage définitif du théâtre Rideau à XL, une première dans son histoire. Alors évidemment, le champagne est de sortie pour fêter ce jour historique. Même s'il y a eu des moments de découragement, de fatigue, etc., on a passé tous les obstacles et aujourd'hui est vraiment un jour extraordinaire
Et pour moi, vraiment une grande joie de l'accomplissement, mais qui est l'accomplissement de dizaines de personnes, voire d'une centaine de personnes. Au programme de la journée, une visite guidée des lieux, l'occasion pour les spectateurs de déambuler à travers les nouveaux locaux pour finalement arriver à la loge des artistes. Donc ici, on est vraiment dans le grenier de l'ancienne charbonnerie. On ne l'occupait pas du tout quand on a précédemment travaillé ici, vu qu'on a travaillé pendant 2 saisons et demie, alors que ce n'était pas encore rénové. Mais la pièce maîtresse architecturale du bâtiment, c'est le patio central qui articule véritablement tous les espaces du Rideau. La salle de théâtre a, elle, été rénovée et peut désormais accueillir quelques 155 personnes. Ce nouvel emplacement est aussi l'occasion de tout recentraliser en interne. Nous avons nos bureaux ici, nous allons répéter ici, en partie en tout cas, nous allons jouer ici et nous allons tous nous retrouver, par exemple sur le temps de midi, pour manger ensemble. Donc ça change beaucoup dans la manière de travailler, ça rationalise le travail. Sur un plan humain, évidemment, c'est un plus considérable. Voilà, donc nous allons continuer en fait le même type de travail, les mêmes missions, mais avec plus de confort. L'histoire de la nouvelle maison du théâtre ne fait donc que commencer. Et cette fois-ci, le Rideau n'a pas l'intention de bouger. Leur bail s'étend en effet jusqu'en 2045 et tout est fait ici pour que l'on se sente bien, comme à la maison. Voilà, moi je retiens comme à la maison, parce que ça revient. Et en plus, quand je vous avais reçu dans le courrier recommandé, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous m'aviez dit, c'est important le mot maison pour moi. Oui, complètement. Oui, quand on a un théâtre comme ça, à taille humaine, dans ce quartier-là, précisément, le Rideau, c'est vraiment une maison au milieu d'autres maisons dans un quartier. Donc c'est vraiment très, très important d'avoir aussi cet esprit-là dans la manière d'accueillir, dans la façon... de veiller à ce que les gens se sentent chez eux. C'est vrai. Exercice de diction. C'est vrai que c'est un joli mot, maison. Oui. On ne le dit plus trop, mais les maisons de théâtre, et la maison de la culture, par exemple, à Tournai. Moi, j'aime bien ce mot-là. Et chez nous, par exemple, vu qu'il y a 3 générations, parfois 4 qui viennent, donc, au parc, oui. On se sent vraiment à la maison quand on voit les gosses courir, des ados, des grands-parents. Ouais. Il y a cet esprit-là aussi. Ouais. Et alors les grands-parents qui étaient enfants... Voilà, qui sont venus au parc il y a je ne sais combien d'années, qui racontent, c'est merveilleux. Est-ce qu'on a un petit peu ça déjà au Rideau de Bruxelles ? Oui, j'imagine plusieurs générations. Mais alors, du coup, ils n'étaient pas à Rugophare, évidemment. Dans les spectateurs, je veux dire. Non, mais au Palais des Beaux-Arts, quand ça a démarré, au moment de la fondation, et quand moi j'ai connu le Rideau de Bruxelles, c'était l'esprit tout à fait de Claude Etienne, d'avoir cette ambiance chaleureuse, familiale, où on avait énormément de jeunes qui circulaient. J'en faisais partie à l'époque. Mais tu en fais toujours partie. Et donc, c'était vraiment un lieu où tout était possible, avec des ouvertures sur le contemporain vraiment immédiat. Je peux vous poser une question ? Oui. Parce que moi, je n'ai pas connu Claude Etienne, et on en parle souvent. Et les gens du théâtre, quand on dit Claude Etienne, ils ont leurs yeux qui brillent. Et vous, là j'allais dire la première, mais je sais que vous m'avez dit, j'ai postulé au Rideau de Bruxelles aussi grâce à Claude Etienne. Il était comment, Claude Etienne ? C'était une personnalité charismatique, d'abord, mais toujours en recherche, et toujours... proche des nouveautés, des gens qui veulent démarrer, vraiment à l'écoute de quelque chose qui pourrait lui échapper, et hop, il nous engageait. Il y avait énormément de gens qui étaient engagés et qui venaient de toutes les écoles de théâtre. De théâtre, vraiment. Il y avait une émulation, et pas rien que ça. Il faisait ça aussi avec les auteurs. Il a ouvert quand même... les auteurs allemands, les auteurs anglais des années 70, il y a eu des créations incroyables. Je veux dire, nous, on a connu ça grâce à lui. Je veux dire, une ouverture telle sur les auteurs contemporains. Et je crois que c'est quelque chose qui a pu continuer. Oui. Je veux dire, quand je regarde aujourd'hui... Il y a vraiment une ouverture sur les jeunes écritures, oui, particulièrement au Rideau, mais je dirais que ça a percolé aussi finalement, l'esprit de Claude Etienne a percolé dans l'État bruxellois, non ? Je me trompe. Je pense que... Oui, tout à fait. Les tanneurs notamment. Oui. Et puis, même au parc, nous, par exemple, quand je programme 5 spectacles, il y en a 3 qui ne sont pas encore écrits. Oui. Pinocchio, par exemple, qui est pas du tout de Collodi, mais de Thierry Janssen. Ouais. On a programmé Pinocchio, il avait une idée, et là, heureusement, il l'a écrit. Ouais. Thierry Janssen, qu'on salue, il va mieux ? Il n'était pas malade ou il n'était pas blessé ou Non, Thierry allait bien. C'était Julien. Voilà. Julien qui joue Pinocchio, il va jouer ce soir. Donc tout va bien. Tant mieux. Claude Etienne, c'est un modèle aussi, Michel Bourmans ?
disons que moi, je ne l'ai jamais beaucoup rencontré parce que mon chemin est passé par une autre famille, disons. Il y a des familles, en fait, dans le théâtre, dans l'histoire du théâtre. Oui, il y avait le jeune théâtre, vous étiez le jeune théâtre. Et moi, je l'ai croisé en travaillant avec Marc Liebens à l'Ensemble théâtral mobile, et de façon très étonnante, puisqu'ils étaient censés appartenir à deux piliers de cette société belge qui n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire Claude Etienne appartenait plutôt à ce qu'on appelle le pilier catholique, et Marc et l'Ensemble théâtral mobile venaient d'une gauche vraiment radicale. C'est quand même Claude Etienne qui a accueilli la première production de l'Ensemble théâtral mobile quand le ministère a mis fin à l'aventure du Parvis, parce que ça commençait vraiment à remuer trop fort. Ah oui, ils étaient dérangeants. Oui, plus que ça. Vraiment, ça devenait trop. Et puis, à un autre moment de l'histoire de l'Ensemble théâtral mobile, l'Ensemble théâtral mobile a survécu grâce à une avance de trésorerie que le Rideau lui a faite. Et c'est vrai que pour quelqu'un, à l'époque j'étais très jeune, c'était frappant de se dire, donc c'est vraiment bien un milieu où il y a certes des familles, mais il y a des impératifs au-dessus des familles qui sont qu'on fait le même métier, on a les mêmes problèmes, et on peut ne pas être du tout d'accord sur une esthétique théâtrale, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'on n'est pas d'accord sur une éthique de comment faire du théâtre. Est-ce que ça existe encore, ça ou voilà, on parle d'un temps, que les moins de 20 ans, voilà, est-ce que cette solidarité entre vous existe à Bruxelles? Franchement, répondez-moi sincèrement, Cathy. Oui. J'ai l'impression que ça revient. Ça revient, mais quand elle est mise à l'épreuve, elle existe, elle est là, elle rebondit, elle rejaillit. Par exemple, on a un peu souffert tous, les spectateurs, mais vous aussi, très fort de la pandémie. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, il y a quand même eu vous êtes resserré un peu, non? Je me trompe. Vous êtes arrivé en plein dedans, vous. Pas de bol, directrice, et hop, pandémie. Je rigole, mais ça devient dur. Les portes étaient fermées, donc en apparence, oui, on était tous repliés sur nous-mêmes, mais en dessous, le dialogue continuait, et la solidarité, le soutien les uns et les unes envers les autres continuait complètement. Ouais. Oui. Vous êtes d'accord avec ça, Daniela? Absolument. Oui, tout à fait. Je corrobore. Les choses se sont toujours... il suffit de demander, je crois. C'est vrai. Et alors, autour une même éthique, ça se rassemble. Ouais. On a parfois besoin d'un matériel, de costumes, de choses. Mais il faut demander, c'est vrai. Dans le monde des techniciens, par exemple, c'est très fréquent, les échanges de matériel. Tiens, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci. Exactement. C'est vraiment, c'est une habitude, c'est vraiment Mais c'est né avec la communauté française et le mouvement du jeune théâtre, puisqu'il y avait très peu de compagnies au début, il y avait très peu de matériel, il y avait très peu de techniciens qui faisaient en plus tout, donc on se connaissait tous. Et l'idée que le matériel appartenait à un théâtre était très peu répandue. L'idée était que le matériel était un matériel qui appartenait à la fédération, quelque part, dont on était dépositaire et dont on pouvait décider du calendrier d'usage, d'abord pour nous, mais après, s'il ne sert pas, il va ailleurs. Et donc, c'est pour ça que toutes les tentatives ministériel de dire vous allez maintenant pratiquer la mutualisation. Ça vous fait rire, oui. Parce que c'est quelque chose que vous pratiquez. Mais parce que oui, nous on gère à Océan Nord un stock de costumes, pas pour nous, il sert à tout le monde, mais ça a un coût. On gère un atelier qui sert à tout le monde. Les accessoires, c'est la même chose. Les salles de répétition, c'est-à-dire que les compagnies peuvent venir, c'est ça. C'est un peu partout, je crois, au Martyr, chez vous. Enfin, ça, c'est là où il y a, effectivement, et là où on peut le faire, c'est quelque chose d'extrêmement ancré. Je pense en tout cas, parce que ça dépasse Bruxelles, parce que si on a besoin de matos, on va le chercher à Liège, ou on va le chercher à Namur, ils viennent en chercher chez nous. C'est un geste naturel, je dirais. Et que je crois on doit aussi à nos aînés. Qui ont... tout à fait. Mais pour les costumes également, je veux dire, il y a les écoles de théâtre se tournent vers les théâtres pour demander soit du décor, soit de la technique, soit des costumes, et on est accueillis.
Et quand c'est pas possible, on nous dit mais c'est parce que ça vient de partir. Ah oui, donc tout ça s'échange. Ça, le public ignore. Oui, on n'en fait pas étalage. Hein, mais il y a des morceaux de décor. Il y a des morceaux de décor qui voyagent aussi, qui sont repeints ici, repeints là. On va chercher alors les spécialistes reconnaissent qu'il y a ça. J'ai vu ça dans le spectacle ailleurs. Si c'est bien fait, on ne le reconnaît pas nécessairement. Daniela, cette époque de nomadisme du rideau de Bruxelles, vous l'avez vécu comment vous? C'est compliqué. L'administration était à Scarbeck, je crois. Oui, mais moi, à ce moment-là, je l'ai vécu comme spectatrice. D'accord. Et c'était pas si simple que ça, mais faire partie des spectateurs à ce moment-là, c'était une manière de soutenir quelque chose qu'il fallait pas laisser tomber absolument. Parce que le rideau, c'est quand même une institution costaud, voilà. Vous avez vécu comment Enfin, vous n'avez pas été viré de Beaux-Arts, du Palais des Beaux-Arts, ça s'est passé comment? Le rideau a, pour ainsi dire, été viré des Beaux-Arts. On nous a montré la porte. On vous a dit, Buiten, comme on dit. Oui, ça a été voilà. fait C'était le petit îlot francophone dans ce paquebot néerlandophone. Mais ça gênait depuis un certain nombre d'années. On le sentait qu'on n'était pas les bienvenus dans cette endroit. Gênait, mais le cadre avait été mis, le contexte avait été construit pour que le rideau prenne la décision de partir. Exact. Voilà. D'accord, ça s'appelle pousser vers la porte. Montrer la sortie. Qui est ouverte. Michel, vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet? Oui, c'est aussi les conditions économiques qui ont été faites au Palais des Beaux-Arts qui, à un moment donné, nécessitent de faire rentrer un montant, disons, de trésorerie propre qui n'était pas jusque-là, qui font qu'à un moment donné, on est obligé de dire où vous payez, où vous partez. C'est ce que Cathy dit, quoi. Mais il faut dire, moi je le dis peut-être plus platement. Non, mais je veux dire, c'est ça que ça veut dire. Le cadre avait été posé pour que ces activités peu rentables cèdent la place à une culture qui rapporte plus. Ouais. Allez, on va aller dans un cadre plus verdoyant, le théâtre du Parc. C'était d'abord une annexe du théâtre de la Monnaie. Moi, j'ai découvert ça c'est-à-dire que les frères Bultos ont créé la Monnaie, le grand théâtre. Les frères Bultos, on dirait des chiffres. Oui, exactement, des bodybuilders. Et ils ont créé donc la Monnaie. Et puis, c'était le grand théâtre. Et il fallait aussi un petit théâtre, d'ailleurs, avec des spectacles pour les enfants, etc. Et donc, c'est les frères Bultos qui ont finalement créé les deux institutions les plus anciennes donc, la Monnaie et Donc, quel âge la Monnaie Alors, chez vous 1782, donc en 32, on aura 250. Donc, avant la Belgique. Avant la Belgique, oui. Et on est passé, on a été hollandais, français. Alors, on n'a pas pu chanter la roulette de Portici si elle n'avait pas été construite. C'est vrai, mais là, c'est la Monnaie. Enfin, oui, c'est vrai. Oui, mais ils ont été construits ensemble, ou à peu près. Et reconstruits. Et reconstruits, bien sûr. Alors, il y a eu... Donc, on y jouait beaucoup d'opérettes, d'opéras comiques. Il y a eu la Première Guerre mondiale. C'était un lieu de divertissement pour la garnison allemande. Avant la Première Guerre mondiale, il faut savoir qu'à la fin du 19e, début 20e, c'était The Place to Be. Le directeur a fait venir les plus grands metteurs en scène internationaux, et les Craig, Lugnepoux, Meyerhold, ils sont venus travailler. Il fallait aller là, quoi. C'était l'endroit, ça a été le premier théâtre équipé au niveau électrique. C'est vraiment, le directeur de l'époque, c'était... on dirait que ça vous fait plaisir, vous rêvez de ça, vous aurez pu... J'étais étonné de l'apprendre, que ce lieu qui a été longtemps considéré comme un lieu ringard, en fait, était... au début du XXe siècle, l'endroit où la création se faisait en Belgique. C'est pas ringard, c'est toujours de Place to Be. Merci. C'est un des Place to Be. Il y en a d'autres. Comment frotter la manche. Alors, au niveau communication, ça a vachement changé. J'ai retrouvé une petite surprise en 2013. Non. Si. Ah non. J'ai envie. La présentation de la saison, on va pas tout mettre. Regardez. Il était une fois 5 filles superbes qui avaient décidé de s'engager dans le théâtre. L'une à Scarbeck, 2 à Saint-Gilles, une autre à Saint-Josse et la 5e à Ixelles. Je les ai engagées et je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de metteurs en scène. Voici la meilleure unité d'intervention jamais formée. Elle possède des méthodes que vous n'imaginez pas. Elles vont où personne n'ose aller. Elles font ce que personne ne peut faire. Alors, quand on veut vraiment réussir une saison, c'est à elles qu'on fait appel.
Je suis leur seul contact. Mon nom est Thierry. Voilà, ça c'est parce que ça c'est vraiment dépoussiérer un théâtre. Ah oui, mais bon, présentation on s'est beaucoup amusé. Ouais. Le premier spectacle qu'on a proposé, c'est Le Tour du Monde en 80 jours, et là on donnait le là, quoi. C'était tout était permis. Ouais. Voilà. Comment ça a évolué comment vous vous adressez maintenant au public? On est en 2022, 23. Qu'est-ce qui quel est votre choix? Vous dites bon, il y a Pinocchio par exemple qui va sortir maintenant. Oui. Pinocchio sous une formule assez particulière. Voilà, on voit l'affiche pour l'instant. Il faut aller voir ce spectacle. Mais voilà, pourquoi le choix de Pinocchio aujourd'hui? Alors. C'est vraiment un bon exemple parce que Pinocchio, c'est évidemment un grand mythe et nous, on aime bien plonger dans les grands mythes. C'est vrai qu'un titre, c'est très important pour faire sortir 500 personnes par soir et on est obligé de le faire. Ça sort sur Netflix en même temps, donc il y a aussi... Oui, évidemment. Sur Netflix. D'ailleurs, il y a toujours des super coïncidences, enfin bon, bref. Mais Thierry Janssen nous propose un Pinocchio, c'est une troupe de théâtre dans les années 20 en Italie. Ouais. On est à 3-4 jours de la marche sur Rome, donc la montée du fascisme. Et cette troupe est engagée pour aller jouer Pinocchio dans le village fasciste. Et c'est toute la question. Ouais. En plus de Pinocchio qui est cet enfant rebelle, mais qui va devenir sage, avec une morale un peu étrange à la fin. Donc on peut dire tout public. C'est tout public, mais et en même temps, voilà, c'est ça. C'est pas le Pinocchio. On dit on va aller voir Pinocchio. Non, c'est Thierry Janssen qui revisite Pinocchio. Le théâtre Océan Nord, c'est quel type de public? Il y a pas de type de public. Non, je crois pas. Hein. En fait, c'est très étonnant. Ça dépend de quel spectacle est programmé. Mm-hmm. Et c'est parfois très déconcertant d'être à la caisse. Pourquoi? Et d'essayer de s'adapter. Parfois, c'est tout en anglais. Tous les gens s'adressent à vous en anglais. Et puis, sinon, il y a des publics qui viennent pas du tout au théâtre, mais qui débarquent avec des codes qui sont parfois pas exactement ceux de... On est assis à 8h25 dans la salle pour que ça commence à 8h30. Et donc, on fait une permanence jusqu'à parfois 10h du soir en disant « non, c'est commencé ». Et on ne peut pas entrer. Non, ça va être difficile. Donc, il y a vraiment toutes sortes de publics. Et comme le dit Thierry, quand on accueille... là, on a fait une série pour la Saint-Nicolas. Avoir plein d'enfants dans le théâtre, c'est quelque chose d'incroyable parce que tout change, y compris l'odeur du théâtre n'est plus la même. Il y a quelque chose qui change, même dans la manière de voir le théâtre. Donc, sans le spéculoos. Non, c'est autre chose. C'est comme aller à la Monnaie pour voir un concert de jazz ou un concert baroque. La salle paraît pas la même. C'est très étonnant, mais la salle paraît pas la même. Ouais. En ce moment, il y a Un ennemi du peuple. On va voir quelques photos. On a réussi à trouver quelques photos de ce spectacle. C'est pas en ce moment, c'est à partir du 14, donc le mardi prochain. À partir de mardi. Henri Ibsen, évidemment. Donc, c'est une superbe pièce, magnifique. Ouais. Vous l'avez vu? Non, j'ai pas vu le spectacle, mais la pièce est fabuleuse et raconte tellement le monde d'aujourd'hui. Oui, puisqu'elle raconte en fait, pour aller très très vite, le conflit entre une attitude morale de défendre un environnement, un écosystème en quelque sorte, et celui de faire vivre une population d'une économie tout en cachant un problème écologique. Ouais. Donc c'est très étonnant qu'il ait écrit ça il y a si longtemps et que ça continue à pouvoir se jouer dans une lecture alerte et avec une large distribution et des acteurs... Enfin, un peu toute là aussi un peu toute génération, Vessa Robert, toute génération confondue. Marcel Delval. C'est qui a mis en scène Thibaut Wenger. Donc ça c'est Océan Nord 1996. Finalement, vous êtes le petit dernier quoi. La compagnie c'est effectivement plus tôt, mais l'arrivée dans un lieu. Dans ce fameux garage. C'est 96. Et on ne pensait pas du tout en faire un théâtre. Non, en fait. Vous avez réussi à créer une chaleur aussi. Ça, j'imagine que c'est important aussi, Cathy. Il y a un côté, quand on rentre dans le rideau de Bruxelles maintenant, il y a, voilà. On s'y sent bien. On s'y sent bien, on a envie d'y rester. Oui, à la limite, on a même envie de venir, pas spécialement pour aller au théâtre, mais juste pour y passer un moment. Complètement. Oui. Bon, il y a d'autres théâtres, évidemment, on ne pouvait pas inviter toutes les personnes, mais je pense au Varia aussi, qui font un effort aussi sur l'accueil avec ce bar qui est très sympa, etc. Le public, enfin bon. On va terminer avec un spectacle peut-être à pointer.
dans la programmation à venir, Cathy? Oui, évidemment, il y a les trois spectacles des 80 ans. Oui. À l'Ouest, Laboratoire Poison, et c'est le moment des transquinquennales. Et puis juste après, peut-être un petit coup de pouce, oui, pour Étrange Vallée, qui est vraiment en synchronicité terrible avec l'actualité et tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Voilà, Étrange Vallée, qui est un texte et une mise en scène de Julia et Alberola. C'est vraiment un geste humble, en fait, de création, mais qui parle de cette intelligence artificielle et du rapport de l'humain à cette intelligence artificielle. On ira voir. Étrange Vallée, on retient. Vous irez voir, vous restez spectatrice. Oui, absolument. Absolument. On est tous spectateurs. Merci à tous les 4 d'être passés chez nous. L'émission déborde déjà, parce qu'il y a plein de choses à dire sur le théâtre. On vous réinvitera, on invitera aussi vos collègues. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités. Bonsoir.